tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi tu ne sais que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire ou montre au prochain live nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Pour l'histoire. De rien. De rien. Allô, user, Allô, comment vous tu vas? m'entendez? Je vais bien et vous? Je vais très bien. Ok. Euh, L'histoire que je vais raconter, c'est mon histoire. Hmm. En ce moment-là, je vivais au Togo encore et j'habitais dans la même maison que mon père. Après, il est allé à la retraite et il est donc rentré dans le nord du Togo et donc je suis restée seule avec un locataire. Donc ensuite, il y en a eu plusieurs. Mais il y avait un locataire, je ne savais pas, mais après j'avais découvert qu'il était marabout. J'appelle alors mon père, je lui dis, ah, tu sais que le gars que tu as mis dans les deux chambres salon là, c'est un marabout. Il dit, ben oui, j'ai appris, mais bon, t'inquiète. Il fait ses affaires, c'est son problème. Toi, tu vis ta vie, tu pars à l'école. C'est comme ça qu'on était dans la maison. Après, je conteste que c'est lui qui récupère le loyer. J'appelle mon père, je dis, mais je suis ta fille, unique en plus. Comment je suis dans la maison? Au lieu que c'est moi qui récupère le loyer, c'est lui. Il dit, ben bon, c'est pas grave. Je lui ai demandé de me rendre ce service. J'ai dit, non, normalement, ça ne se fait pas. Et je suis passée. Un jour, je rentre, je vois qu'on a tué une poule et qu'on a aspergé du sang devant ma porte. Yeah. J'appelle mon père, je dis, je viens de constater quelque chose. Je suis rentrée à 22 heures et j'ai vu des taches de sang devant ma porte. Je n'ai même pas pu rentrer ma moto, j'ai dormi chez la voisine. Donc, j'espère que ce n'est pas le charlatan là qui a fait ça. Mon père dit, ah, il t'a fait quoi? Tout le temps, tu te plains de ce charlatan et tout, ne me dis plus rien par rapport à ce gars. Je dis, ok. Entre-temps, j'ai gagné à la loterie Visa, donc je préparais mon voyage en silence pour pouvoir venir aux États-Unis. Donc, j'appelle mon père, je lui dis, ah, c'est comme ça que je vais voyager et tout et tout. Mais je t'ai pas dit ça plus tôt parce que j'avais peur que tu racontes ça aux gens et tout, aux oncles, et puis tu sais comment la famille est et tout. Donc, mon père dit, ok. Je demande alors, tu peux venir m'accompagner, genre, à l'aéroport et tout. Et en temps, lui et ma mère sont séparés. Donc, c'est comme ça qu'une semaine avant mon voyage, mon père arrive en ville. Et c'est alors qu'il dit au charlatan, ah, je suis venu parce que je dois accompagner ma fille à l'aéroport. Parce qu'elle part aux États-Unis. Il dit, ah bon? Il dit, oui. C'est comme ça qu'on part dormir. Le matin, je me réveille. 3 jours alors avant mon départ, j'ai mes pieds tout enflés. Je n'arrive pas à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon père, à ma mère que mais je n'arrive pas à marcher, j'ai mal aux pieds, j'ai peur. J'espère que ce ne sont pas les sorciers qui m'ont finalement eu. Mon père dit, ah, tu aimes trop penser à ce genre de trucs. Et pour la petite histoire, ma mère est une personne très spirituelle qui ressent beaucoup de choses et tout. Donc ma mère me dit, ah, je faisais des mauvais rêves ces derniers temps, mais je ne voulais pas t'alarmer. J'espère que c'est rien de grave. C'est comme ça que mon père me porte. On part à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien. Il m'emmène alors, il dit qu'il a appris qu'il y a un peul dans une brousse à quelque part. Il m'emmène là, le peul me voit, le peul me dit clairement que justement quelqu'un m'a fait quelque chose. Mais que lui va essayer de contrecarrer, de renvoyer. Mais mon père doit acheter un bœuf pour qu'il fasse un sacrifice en échange afin que je puisse voyager. C'est comme ça alors que mon père achète les choses, il commence par faire le sacrifice. Et toujours là, on est alors à la veille de mon départ, mais mon pied est toujours enflé. Le matin, alors, mon père appelle le charlatan. Il dit, bah, comme on dit que tu es charlatan, s'il te plaît, viens voir le pied de ma fille. Parce qu'elle doit voyager, comme je te l'ai dit, mais son pied, ça ne va pas. Ma mère dit, non, 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 qu'il ne touche pas les pieds de ma fille. Je ne sens pas ce gars. Mon père dit, ah, laisse. C'est comme ça quand ma mère part au marché, le gars vient, il me passe une pommade sur le pied et il prend un couteau neuf. Il tape le bas de mon pied en récitant des incantations, s'il vous plaît. Alors, quand il finit, il me dit, ah, vas-y, jusqu'à demain matin, ça va aller. Je pars donc me coucher. À 5 heures du matin, mon père et ma mère me réveillent pour me donner les bénédictions et tout, et tout. Ils disent, ah, il faut partir. Peut-être arriver aux États-Unis, on pourra trouver solution pour ton pied. C'est mieux que tu partes. Donc, en voulant parler le matin, ma mère s'agenouille avec de l'eau et elle dit, si c'est ce pied qui va t'empêcher de voyager, de réaliser tes rêves, je déclare que ce pied reste ici et que toi, tu pars.
Yeah. Mon père dit, tu racontes quoi encore? Elle dit, c'est ce que j'ai dit. Je sais le genre de personne que je suis et je déclare que ce pied reste et que ma fille parte. Ah. Alors, mon père aussi donne ses bénédictions et je pars me coucher. À 9 h, je me réveille parce que je devais prendre le vol à midi. Je me lave et je constate que j'ai plus mal aux pieds. Je crie, j'appelle ma mère, je dis, maman, j'ai plus mal aux pieds, papa, j'ai plus mal aux pieds. Mon père dit, ah, sûrement c'est mon sacrifice là qui a pris. Et puis ma mère se met à rire. En partant pour l'aéroport, ma mère se met en tapette. Je dis, maman, pourquoi tu te mets en tapette? Mets-toi en talon et tout, on va faire des photos. Ma mère dit, non, j'ai des légers mal aux pieds. Je n'ai pas tout de suite vu le rapport. On m'emmène à l'aéroport, je pars. J'arrive ici, j'appelle pour dire, ah, je suis bien arrivée. Ma mère dit, ah, moi, ça ne va pas. Depuis que tu es partie, je n'ai même pas pu rejoindre ma maison. Je suis toujours dans ta chambre, assis au sol, parce que sous mon pied, c'était comme du feu. J'avais mal ensuite. Ça fait comme quand tu as une brûlure. Mais aujourd'hui, je vais me débrouiller pour rentrer chez moi. J'ai dit, oh, ça c'est quoi encore cette histoire? Je viens à peine d'arriver ici. Et vu que je suis fille unique, il n'y a personne pour t'occuper de toi et tout et tout. Elle dit, non, ça va aller. J'ai alors mon oncle qui est médecin militaire qui vient et dit, ah, on doit inciser la plaie, on doit inciser pour enlever le pus. Ma mère dit, non, ça, c'est pas un truc d'hôpital. Je sais ce que j'ai fait. Laissez, ça va aller. Il dit, non, on doit inciser. Laissez avec vos trucs mystiques et tout. Ma mère dit, non. Elle appelle alors quelqu'un qui fait un tradithérapeute qui dit, ah, quand je vois ton pied, je ne vois pas ton pied, mais plutôt un pied jeune. Je vois le pied de ta fille à la place de ton pied. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, oui. C'est comme ça que j'ai déclaré des paroles avant que ma fille ne parte parce qu'elle ne se sentait pas bien. Si alors tu vois mon pied, ça veut dire que le transfert a été direct. Le tradithérapeute était... Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Donc tu as transféré le pied de ta fille, je ne comprends pas. Elle dit qu'elle-même elle ne comprend pas, mais elle a fait cette prière du plus profond de son cœur. Et on lui a toujours dit que de ne pas dire de mauvaises paroles parce qu'elle a une bouche vraiment... Je ne sais pas comment on dit, genre tout ce qu'elle dit se réalise en fait. C'est comme ça quand le tradithérapeute part chercher les médicaments pour revenir la soigner. Le temps qu'il vienne, mon oncle, têtu, il a incisé le pied. Le pied est sorti. Quand le tradithérapeute est venu, il a dit à ma mère, ah, vu que la lame a touché, je ne peux plus rien faire. Mais ta vie ne va pas rester dedans. Allez à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, en moins de 2 heures de temps, tout le pied de ma mère avait pourri. Elle arrive, le docteur dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, en moins d'une semaine, mon pied s'est pourri. On lui fait les analyses, on dit qu'elle est diabétique. Pourtant, elle n'a jamais été diabétique. On l'emmène au bloc. On dit, on doit sauver le pied pour ne pas que ça gangrène. C'est comme ça qu'on coupe le pied. On ampute le pied de ma mère. On ne me dit rien. Après, les oncles m'appellent ici, me disent, ah, on a une mauvaise nouvelle. Quand tu es parti en une semaine, le pied de ta mère, ça s'est pourri et on a coupé le pied. Mais pourtant, ta mère est toujours joyeuse parce que les gens sont venus lui dire qu'en fait, c'est le marabout de votre maison qui a voulu couper, qui a voulu qu'on ampute ton pied parce qu'il était fâché, parce que tout le temps tu disais que genre, il était mauvais. Après, tu as dit pourquoi il collecte l'argent du loyer. Genre, il m'en voulait en fait. Donc, quand il a appris que je voulais partir, la nuit, quand j'étais partie dormir, j'ai laissé mes tapettes devant ma porte. Donc, il a pris mes tapettes et il a travaillé avec pour pouvoir qu'on coupe. Et lui donnant encore mon pied avec le couteau, ce qu'il était en train de faire, en fait, il était en train de sceller la coupure de mon pied. Donc, c'est mon histoire, c'est tout juste pour dire que faites vraiment attention. Surtout, ne laissez jamais vos chaussures ou vos objets personnels dehors la nuit avant d'aller vous coucher parce qu'on peut utiliser ça contre vous. Et faites vraiment... Voilà, et faites vraiment... vos babouches à l'intérieur de la maison. Jamais ne les laisser dehors. Et ne faites confiance à personne. Ne donnez la vie de personne. Oh, c'est un marabout. Il est dans ma maison. Il peut sauver la fille. Non. Inconsciemment, mon père m'a livré à lui. Et il a terminé le travail qu'il voulait faire. Donc, c'était ma petite histoire. Et je vais rester dans les commentaires. Je vais remonter après pour d'autres histoires. Merci beaucoup. J'ai pris mon courage à deux, mais merci. Pardon, remerciez-la pour l'histoire, s'il vous plaît. Mais ça veut dire que tu as sur le pied de ta mère là-bas maintenant, hein? Et je suppose que spirituellement, j'ai les pieds de ma mère.
Ok. Et à ce moment, ça court vite. Hein. Quand les bandits te poursuivent, ça court moins vite. Ça va servir à ça. L'histoire est vraiment, c'était un message passé. Le babouche dehors. Je pense quand je passe, que le babouche dehors, pardon. Maintenant, il va garder le babouche à l'intérieur de la maison. Pas que quelqu'un échange mes pieds, le pied de la chef. Vraiment. Bien, vous aussi, j'espère. Je viens ici Voilà. raconter une histoire que j'ai vécue. Et je vais profiter de cela pour passer un message à mes jeunes sœurs d'être un peu vigilantes parce que j'étais encore dans ma vingtaine. J'ai rencontré un monsieur, il avait vraiment de l'argent. Bon, moi, je me débrouillais au quartier, genre, je vendais les petits trucs et tout. Bon, le monsieur me dit qu'il a commencé à être livreur de cartes. Donc, parce que tu connais à l'époque, là, au pays, quand on livrait les cartes Orange et MTN, là. Donc, il était livreur de cartes et tout. Et c'est comme ça qu'il a monté sa petite entreprise et voilà, il s'est fait de l'argent, quoi. Et maintenant, il m'a donc invité à rejoindre. Il m'a dit qu'ils avaient un truc où il fallait s'enregistrer. Quand tu t'enregistrais là-bas, tu payais l'enregistrement à 200 000. Et que je devais venir au séminaire. Le séminaire, c'était dans un hôtel de la place. Donc, du coup, c'est comme ça alors que je suis allée avec une amie. Nous sommes allés au séminaire. Là-bas, le jour-là, le froid allait nous tuer. Au séminaire, on raconte comment, parce que c'est tellement climatisé, c'est dans un hôtel. On raconte comment si tu amènes quelqu'un, tu as le pourcentage, la personne que tu as amenée amène l'autre, ainsi de suite. Donc, moi, je demande à la fin mais qu'est-ce qu'on vend à la fin? On dit qu'on ne vend rien. Il faut seulement amener les gens qui s'enregistrent. À chaque fois que tu amènes quelqu'un, il s'enregistre à 200 000. Et c'est comme ça que tu prends le pourcentage. Et c'est ça qu'il a lancé jusqu'à ce qu'il est devenu riche et tout. Il m'a même montré son chantier et tout. Voilà, comme je gérais mon petit business dans le coin, à chaque fois qu'on se rencontre, un jour on se rencontre, j'avais encore un bébé. J'étais encore j'étais maman d'un petit bébé. Il me dit qu'il voulait qu'on ait les rapports. Je lui dis non, je ne veux pas avoir les rapports avec vous parce que j'ai un bébé que j'allaite. Il me dit non, c'est même pas un problème et tout. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Ce qui est curieux, ce qui m'a un peu interpellé que c'était pas sérieux, c'est qu'à chaque fois, il m'appelait, prête même l'argent, viens entrer dans le groupe. Voilà, j'ai dit non, mais j'ai pas l'argent. Regarde mon capital que je tourne. Ça n'atteint même pas 200 000. Il me dit non, prête même l'argent à la réunion. Je te jure, ça va te donner l'argent. Mais terrible encore, c'est quand on a un incendie à la maison. Il vient, il avait une grosse voiture. Il vient garer ta grosse voiture. Il voit comment la maison a brûlé. Je sais que non, ici, là, il va me soutenir. Le monsieur, c'est qu'il me dit après, il me dit, voilà, je t'ai dit d'entrer dans le groupe. Ils appelaient ça, c'était Diamond, un truc comme ça. Et voilà, tu dois faire de l'argent, tu amènes tes copines et tout. C'est comme ça que tu vas devenir riche. Et moi, j'ai rien compris. Je lui ai dit, mais comment ça? Bon, dans ce cas, alors, comme tu dis qu'il faut 200 000, pourquoi tu ne me prêtes donc pas les 200 000 parce que tu as autant d'argent pour que j'entre dans je sais pas, ils appelaient ça Diamond, quoi, je sais pas, pour que j'entre dans le groupe. Il me dit non, il peut pas, il faut que ce soit l'argent qui sorte de mes poches. C'est là où j'ai compris que non, l'affaire, sinon, c'est très louche. Donc, comme pour dire que mes jeunes sœurs, il faut faire très attention parce que le dehors, on sait attirer les gens et surtout quand on sait que tu es dans une situation difficile, tu peux vraiment faiblir. Donc, le monsieur, apparemment, je ne sais pas, je ne peux pas savoir ce qui s'était passé, ce qu'il voulait, mais j'ai compris qu'il voulait enfin que j'entre dans cette réunion où c'était dans quoi, je ne sais pas, auquel je devais me souscrire à 200 000. Et comme je n'ai pas, et vraiment, je n'avais pas les 200 000. Au départ, j'étais bien intéressée, mais malheureusement, je n'avais pas moi 200 000. Peut-être c'est le fait d'être pauvre là qui m'a sauvée. Donc, franchement, oui.
La pauvreté Franchement, sauve au Cameroun. Donc, oui, soyez oui, pauvres. oui. Donc, voilà, soyez vraiment vigilants et tout. C'est ce que je voulais un peu passer comme message. Ça, c'est l'histoire de ma mère. Donc, on n'avait pas encore cru. Donc, mon papa était catholique. Et nous, on était les fervents croyants catholiques. Mais ma maman, son papa était protestant. Donc, on était entre protestants et catholiques. Donc, quand le papa est là, on part chez les protestants. Chez les catholiques, quand maman est là, on part chez les protestants avec maman. Donc, après, quand papa était plus, on a commencé à aller dans les églises, les réveiller même. Donc, avant ça, avant qu'on ne soit dans les églises réveillées fort, ma maman, notre voisin avait derrière sa maison le style oignon serpent. Vous connaissez en fait, c'est comme l'oignon comme ça, c'est comme le poivre. C'est quoi ça? Le poivron. Yeah, c'est comme le poivron. Le poireau, je sais pas, le long là. Et il avait dit à ma mère que chaque fois il coupait souvent ça, il mangeait. Ma mère demande que c'est quoi ça? Il dit que c'est bien, oh, le truc c'est bien. Oh. Tu peux prendre ça, tu sèmes chez toi, ça garde la maison. C'est bien. Tu vois, les papas âgés là, ce sont les gens aussi souvent qui ont les bons conseils. Ma mère dit, ah bon? Il dit, oui, c'est bien, ça garde la maison et tout. Je vais te donner un peu. Il lui donne une partie, il enlève une partie, il donne. Elle sème à côté de notre barrière, quoi. À côté, même pas dedans, hein, mais dehors à l'entrée de la barrière là. C'est comme ça que ça garde. Nous aussi, on s'aimait, on versait l'eau, sans savoir qu'on était en train de lever pour nous. Après, quand on avait commencé à aller à l'église, on avait eu une nuit de prière. Les pasteurs avaient organisé une nuit de prière pour venir chez nous. 3 jours de nuit de prière. La première, on prie. La deuxième, une dame qui était prophétesse, elle dit, je vois quelque chose tourner la maison, c'est tout le temps. Ma mère dit, tourner comment? Elle dit, je sais pas, ça tourne autour de votre concession. Ma mère dit, je ne connais pas. La troisième fois, elle dit, est-ce qu'on ne t'a pas donné un truc? Ça tourne la maison-ci. Ma mère, tu vois, elle ne pouvait pas imaginer que c'était le moment. C'est comme ça, donc, un jour, elle était en haut, elle rentre en chantant. Elle regarde le truc là. Elle dit, on m'a demandé tout le temps ce qu'on m'a donné ici. Je ne me suis pas rappelé. C'est là où elle constate que c'était ça. Elle prend l'huile d'olive qu'on lui a donné. Elle nous appelle, on prend le sel, on verse, on prie, on déterre ça, on découpe petit. On verse le sel, on verse l'huile d'olive. C'est comme ça qu'on prend, on jette. Le lendemain, le père est venu nous faire les problèmes ancestrales. Il a fait les problèmes, pourquoi on a coupé, comment on est méchant, comment on est ceci, comment on est cela. Ma mère dit que c'est seulement, tu m'as donné la plante, j'ai planté, maintenant je coupe, c'est quoi le problème? Qu'elle ne devait pas couper. Il a fait de ça un problème. Elle est repartie chez le monsieur, elle a reparlé de ça à la dame. La dame lui a dit, oui, je comprends. C'est que je ne voulais pas dire, c'était le serpent. Ça tournait votre maison. C'est comme ça que ma mère part voir le monsieur. Elle dit que, mais donc c'est ça que tu nous as donné. Il dit que, où est le problème? Pourquoi tu as enlevé? Donc, depuis le temps là jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un problème de pourquoi elle a enlevé ça. C'est-à-dire, donc, on a pris notre maison pour faire un territoire. C'est pour ça qu'on dit, méfiez-vous de tout ce qu'on te donne pour planter, de tout ce qu'on te donne pour... Il y a souvent les dons de voisins là qu'il ne faut pas soi-même accepter. Peut-être elle était, on a été vigilant parce qu'on a cru. Si c'est quelqu'un qui n'était pas dans ce monde, qui n'avait pas invité peut-être les gens à venir prier à la maison, imaginez un peu aujourd'hui. Donc faisons franchement attention et le voisinage, encore une fois de plus, n'est pas vraiment, c'est pas trop ton ami. Donc soyons juste prudents et vraiment, moi je conseille toujours, c'est Dieu qui est la meilleure solution. C'était ma petite histoire. Comme je disais, je vais raconter mon histoire. Je vais essayer d'être bref parce que sinon l'histoire se passe sur 3 ans. Moi, je vais couper. Je vais raconter une partie de mon histoire. Donc, il y a 3 ans, je suis allée vivre à Douala. Moi, je vivais à Yaoundé. Je suis descendue sur Douala pour m'occuper de ma fille. Parce que la nounou avait arrêté le boulot. Ma mère m'a dit, de toute façon, Raïssa, je ne travaille pas. Descends t'occuper de ton enfant. J'arrive donc à Douala Bonabéry précisément. Je ne connais personne. La seule chose que je fais, c'est m'occuper de ma fille. Et peut-être 6 mois, 8 mois après, il y a une voisine enceinte.
qui commence à me forcer l'amitié. Quand je pas laisser, quand je sors avec la petite, elle me dit, s'il te plaît, rapporte-moi le coca. Moi, je me dis, soit les caprices de femme enceinte. Si je pars à la boutique, je reviens avec le coca. Le lendemain, c'est, s'il te plaît, ma chérie, je vais manger le pain avocat. J'ai été enceinte. Je me dis, ah, faut pas que l'enfant la naisse entre mes mains et qu'on dise là que j'ai refusé. Je pars, j'achète le pain, je ramène l'avocat, je donne. Ainsi de suite. Voilà comment une amitié naît. La seule personne avec qui je cause au quartier, c'est elle. Parce que moi, je restais beaucoup à la maison. Je suis casanière de base. Quand elle ne me voit pas 2 jours, elle vient sonner. Je trouve ça gentil. Après, elle vient sonner, c'est genre, Raïssa, je veux boire une bière. Je l'amène boire une bière. Raïssa, je veux manger au tarot. Honnêtement, c'était comme si j'étais à son gars. C'est comme ça qu'un jour, je suis à la maison, elle vient sonner. Elle me dit, Raïssa, je veux boire une bière. Je sors avec elle. C'était comme, je sais pas comment on dit. La fille, chaque fois qu'elle me parlait, c'est comme si elle avait un truc sous la langue. Tout ce qu'elle me demandait, je donnais. Sans jamais réfléchir. T'avais dit, même s'il y a seulement 1000 francs sur moi, là, si elle vient me demander, je vais prendre, je vais lui donner. C'est comme ça que ce jour-là, elle vient, elle me dit, Raïssa, je veux boire une bière. Il était 14 heures par là, 14 heures passées. Je sors avec elle, je lui dis que je veux boire quoi, elle me dit, je veux boire la Magnan. Je l'amène dans un petit truc au quartier. Bon, un petit truc au quartier où elle-même m'a montré, parce que moi, je connais pas. Je veux boire quoi, elle me dit, je veux boire la Magnan. Je lui donne 2 Magnans. Elle me dit, Tom, tu ne bois rien. Je prends une Magnan, je bois. Je n'avais jamais bu la Magnan avant. Mais c'est pour accompagner la fille. Je prends la Magnan, on reste quelques temps. Après, je lui dis qu'on rentre. Quand on rentre, sa mère d'abord m'interpelle sur... on passe par leur cour pour arriver chez moi. Pas la cour de chez eux. Sa mère m'interpelle. Elle me fait genre, regarde comment ta copine s'occupe de son bébé. Elle n'a pas vu comment toi je t'occupe de ton enfant. Regarde la couche de son fils, parce qu'elle avait déjà accouché là. Regarde la couche de son fils. Elle n'a pas enlevé la couche depuis hier. Elle commence un peu à me blâmer comme si c'était de ma faute. J'ai dit, ouais, je commence à parler à la fille que non, on ne fait pas comme ça. Regarde comment moi je fais avec l'enfant, machin, tout. Pour s'occuper d'un enfant, c'est pas compliqué. Donc je lui donne des conseils. Après, je rentre chez moi. Quand on rentrait, il pouvait être 16 heures par là. Quand je rentre, j'avais le gant et le collant. J'avais un gant et le collant. J'enlève le gant, je reste en collant. Je m'affale sur le canapé devant la télé. Je me dis, je vais dormir un peu, après je vais me réveiller vers 19 heures. Donc j'avais mon programme établi. Sauf que quand j'ouvre les yeux, je me retrouve dans le noir. La télé est éteinte. Je me suis dit peut-être que la télé est en veille. Elle s'est éteinte, ou on a allumé, ou on a coupé la lumière, parce que toute la maison était dans le noir. C'est comme ça que je me dis, de toute façon, Raïs, dors encore un peu. Après, tu vas te réveiller. Ce que je voulais faire là, tu vas faire après. Quand je me couche, même pas 5 minutes de sommeil. Tu vois, du genre de sommeil léger là. Je suis les bruits au sol, comme si quelque chose se déplace à terre et balance les trucs comme le papier. Entre-temps, la maison est très rangée, donc il n'y a pas le papier au sol. Il n'y a pas un truc qui peut se déplacer. Je suis hermétiquement fermée dans la maison, couchée sur le canapé. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Je ne peux pas bouger. Je suis juste ce bruit-là à terre. Comme si quelque chose balaie avec la queue. Donc, un bruit bizarre. Je ne peux pas, je suis tétanisée. Je ne peux pas bouger. Et tous les bruits que j'aimais, donc déjà, j'entends ça dans ma tête. C'était bizarre. J'ai eu la peur de ma vie. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Je ne peux rien faire. Le truc continue à faire de grands bruits au sol. Après, je sens comment ça monte sur le canapé. Ça passe au niveau de mon épaule. Ça traverse ma poitrine. Et ça, le poil, c'est un truc lourd. Comme un chat. Donc, je sais pas. C'est un truc lourd. C'est pas une souris. C'est pas un truc. Mais c'est un truc vraiment lourd. Avec du poil qui traverse mon corps. Ça se déplace sur moi. Entre-temps, je peux pas ouvrir les yeux. Je peux pas ouvrir la bouche, je ne peux pas, je suis tétanisée. Je sais pas si vous connaissez la sensation d'être paralysée sur le fauteuil. Tu ne peux pas ouvrir les yeux et tout bruit que tu émets, ça veut dire dans ta pensée, c'est dans ta tête que tu entends ça. Le truc se déplace sur moi. Je veux dire Jésus. Genre, même dans ma tête, pouvoir avoir l'impression que je dis Jésus, il n'y a pas moyen. Il y a un truc qui se passe et je ne comprends pas ce que c'est. Ça se déplace. Me voici, dans ma tête, je me dis que bon, ça y est, je suis morte. Ça arrive au niveau du bas-ventre et ça me mord. Quand ça me mord,
C'est là que je crie Jésus, genre audiblement, j'ai crié Jésus. La télé s'est allumée. Donc, en réalité, je n'étais pas dans le noir. Dans la télé, quand je dis Jésus, j'ouvre mes yeux, je trouve la télé allumée, tout le ventilateur qui fonctionne, tout fonctionne. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le réflexe de regarder la blessure. J'ai plutôt le réflexe de me lever sur le canapé, commencer à fouiller à terre, peut-être si le truc est entré sous le canapé. Donc, s'il y a un truc chez moi, je ne regarde pas d'abord où ça m'a mordu. Je commence à regarder partout, je ne vois rien. Quand je ne vois rien, je regarde mes nacos, tout est fermé, ma porte fermée. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que dans ma tête d'abord, je me dis, bon, Raïssa, c'est sûr que tu es arrivé. Tu vois, le genre de rêve qui te semble réel là. Je dis, c'est sûr que tu es arrivé. Et c'est comme ça que je regarde donc, au niveau du bas-ventre, pour être sûr que rien ne m'a mordu. Je vois le sang qui coule. Donc, effectivement, quelque chose m'a mordu. Je n'ai pas su quoi faire sur le champ. J'ai pris plutôt le miel. Parce que ma mère m'a toujours dit que le miel est un antipoison. Donc, moi, mon réflexe a été de prendre le miel et mettre au niveau de la morsure. J'ai repris le gant que je portais, j'ai lancé sur moi. Je suis sortie de la maison. Je suis allée voir la fille en question. Parce que c'est la seule, comment on peut dire, la seule copine que j'avais. Je parlais à personne. Je suis allée voir la fille en question. J'ai expliqué ça. Sa mère commence à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui te prend? Elle me dit, la grande soeur de ma copine là, qui est morte il y avait plus d'1 an de cela, au moment des faits, moi je l'ai pas connue. Elle me dit que sa fille aussi lui disait qu'il y avait un truc qui se déplaçait comme ça, dans sa chambre, jusqu'au jour où elle est morte. Yeah. Donc elle pleurait l'émotion. Elle pleurait ça lui rappelait l'histoire, que sa fille lui racontait et qu'elle n'avait jamais cru. Jusqu'au moment où elle est morte. Elle me dit, tu vas alors faire comment? Tu es seule. Tu t'es retrouvée seule à Douala. Moi, je te conseille comment dire, de rentrer chez vous à Yaoundé. Je lui dis jamais. Je ne vais pas rentrer. Je ne rentre pas. On peut pas m'empêcher de vivre chez moi. Elle me dit, tu vas alors faire comment? Et tout. Moi, je te conseille de quitter la maison là et rentrer à Yaoundé. Je lui dis, je ne peux pas. Elle me dit, tu vas faire comment? Ne dors pas là-bas. Je dis, je vais seulement dormir chez moi. J'irai dormir où? Si je dors pas chez moi, pourquoi j'irai dormir à l'hôtel ou bien chez des gens? Elle me dit, moi, je te conseille. Et elle était vraiment en pleurs. Elle me dit, tu vas faire comment? Je dis que bon, c'est trop simple. Je vais prier, je vais dormir. Quand je suis sortie de chez elle, mon gars m'a dit, va voir, c'est un peintre. Il a fait la peinture à la maison quand la maison était en travaux. Et il parlait beaucoup de Dieu. Et il ne vivait pas très loin de chez moi. Mon gars m'a dit, va le voir. Et peut-être ensemble, vous allez prier parce que c'est un bon croyant. Et il est devenu un peu un ami. Je suis donc partie voir JP. Je lui raconte. Il me dit, Raïssa, je n'ai pas su que tu es arrivé. J'ai soulevé mon gant. Comme j'avais le collant en bas, je lui ai montré. Le gars me dit que ça, les gars, si on y a recommencé. Je lui ai dit, mais c'est quelle façon? Tu me dis quoi, les gars, si on recommencé? Il me dit, notre secteur est un secteur de sorciers reconnu à Bonabéry. Je tiens à te dire que Bonabéry, c'est un village, hein, c'est le village, c'est tout nouveau, la modernité est toute nouvelle de notre côté et tout, et tout, et tout. Donc, ça veut dire que les gars ont repris leurs activités, donc il faut te mettre en prière et tout. Et que bon, prions donc. Il me dit, mets-toi à genoux. On était dans sa chambre, il me dit, mets-toi à genoux, on prie. Je me suis mise à genoux, il a prié. Parce que lui, il est des églises réveillées, il a prié, il a prié, il a prié. Après, il me dit, si j'étais une fille Douala, j'allais te dire, tape le dikalo. Et que le dikalo, c'est quoi? Il me dit, non, c'est une tradition. Quand tu vis des trucs comme ça, tu prends des couverts, tu tapes et tout. Et que moi, je suis bénino-togolaise parce que mon papa, il est bénino-togolais. Et ma maman, bah ça. C'est clair que nous, on ne connaît pas le dikalo. Mais nous, on connaît des choses un peu plus fortes que le dikalo. Donc, moi, je sais aussi, ce que je sais, bien quand bénino-togolaise, même étant chrétienne, ce que je sais, c'est que c'est par la parole que Dieu a construit le monde. Donc, avec ma parole, je vais changer les choses. Il me dit, ah, Raïssa, il faut laisser. Et que vous allez voir. Comme tu as dit que je ne vais pas taper le dikalo parce que je ne suis pas une fille Douala, sinon, je vais plus t'attirer encore plus de regard sur moi. J'aurai ma façon de taper le dikalo demain matin. Il me dit, Raïssa, je te conseille pas et tout. Et que je vais le faire. Parce que c'est par la parole, avec ma parole. Je sais que c'est pas la parole que Dieu a construit le monde. Il me dit, gars, moi, Raïssa, ouais, maman, il te dit, elle n'attire pas le mauvais œil sur toi et tout. Et que moi, je vais parler, je vais pas laisser. Il me dit, si tu l'appelles ton père, il va appeler chez vous au Bénin. Je dis que tant mieux. S'il veut même, il appelle.
Mais bizarrement, je n'ai pas appelé, je n'ai pas dit à mes parents, je n'ai rien dit. Je suis rentrée. J'ai dormi à la même... Donc, je ne suis pas partie dormir dans la chambre, j'ai dormi sur le canapé, là, le même poster. J'ai dit que j'occupe le même poster. C'est là, si on dit qu'ils vont finir avec moi, non, c'est seulement là-bas qu'ils vont finir avec moi. J'ai dormi jusqu'au matin. Le matin, je me suis levée. Je suis sortie de mon portail. J'avais il mes soupçons sur 2 personnes. J'ai 2 voisines. Il y a une parce que moi, il m'arrive de fumer. Il y a une voisine, quand je sors de chez moi, peut-être vers les 4 heures que je fumais une cigarette, je la vois, toutes ces heures-là, au balcon de chez moi. Je la vois entrer chez elle. Et le matin, quand on se revoit, elle me fait un regard de défi. C'est du genre, comme je t'ai vu la nuit, le matin, c'est comme si on a un problème. Donc moi, je me disais toujours que cette femme n'est pas simple. C'est impossible qu'elle soit simple. C'est une grand-mère. Elle dit, on va dire femme là, elle parle d'une grand-mère. Toutes les... Donc, à chaque fois que je sors de chez moi pour le faire, elle et moi se voient. Le matin, la première personne que je vois, généralement, c'est elle. Elle est devant sa porte, elle met les mains sur les hanches et elle me regarde dans les yeux du genre, un regard, je dois soutenir son regard en mode défi. J'ai plié mon doigt à elle. Oh, et il y a sa bailleresse qui est aussi une autre super grand-mère. Il y a aussi sa bailleresse qui est une autre super... Donc, mon sang ne colle pas avec ces 2 femmes. Donc, j'avais mes soupçons portés sur les 2 femmes. C'est là que je suis sortie de mon portail le lendemain. Je me suis placée sur leur cour. Mais je ne me suis pas adressée à elle. Devant tous les voisins, j'ai dit la personne qui a fait. Sache que je lui donne 1 semaine pour que lui perde sa part d'enfant. Parce que moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Quand je venais ici, je venais avec mes parents. Ils sont partis, m'ont laissé. Ils ne m'ont pas jeté. Donc, je parlais avec beaucoup d'émotions et j'étais en pleurs sans toutefois m'agresser à quelqu'un. J'ai dit beaucoup de paroles et j'ai dit la personne a 1 semaine sans même peser ce que j'étais en train de dire pour perdre son enfant. Parce que si la personne m'a loupé, moi, je vais pas la louper. J'ai parlé, même c'est parti. Donc, j'ai parlé. Je parlais, je pleurais. Et il y avait ma voisine dont je parle là, qui me disait que, ouais, Raïssa, laisse, ne dis pas. Ouais, ne fais pas comme ça. Ouais, maman, laisse. J'ai fini de parler, moi, c'est passé. Je suis passée à autre chose. 1 semaine après, net, c'est un dimanche des élections. La grand-mère, celle que j'ai dit, la bailleresse de l'autre, son fils aîné, son unique enfant, il était dans le comité des trucs des élections, parce que moi je suis à la maison du parti, à Bonadéry, centre équestre. Donc il était dans le comité de, je sais pas, d'organisation des élections et consorts. Il est tombé, il est mort. 1 semaine nette. Ah, mais ça a bougé le quartier, oh. Ceux qui étaient là quand je parlais avec la colère et l'émotion, ils sont venus, oh Raïssa, c'est chaud, Raïssa, c'est... Donc moi, je ne connaissais même pas, même les gens que je ne connaissais pas venaient sonner. Ah non, mais la petite, tu es forte, c'est sûr que tu as appelé chez vous et tout. Je n'ai appelé personne. J'ai parlé. Ça s'est réalisé. Il n'était pas malade, il n'avait aucun problème, il était dans son comité d'organisation au calme. Et il est tombé là-bas. Le temps de l'amener à l'hôpital, il avait rendu là. Wow. C'est là que j'ai appelé mes parents, ils sont venus. On a prié, on a prié, ma maman a fait venir des prêtres. Et comme ça, on a même trouvé que sa maman a enterré des trucs chez nous, devant le portail. Donc, c'était à peu près ça mon histoire. Wow. Emmanuel, tu vois que j'ai eu raison de te prendre et reprendre encore, malgré que la connexion voulait nous faire perdre cette histoire-là. Mais sinon, l'histoire est longue, elle se passe sur 3 ans. J'ai eu beaucoup de choses et actuellement, je suis à Yaoundé parce que je voulais un peu respirer. Non, là, tu as très bien résumé l'histoire. L'histoire de 3 ans qui a été résumée en moins de 15 minutes. Bravo. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, parler. C'est comment grandissons. C'est la magie. Non, je sais pas, ça fait bizarre. Je n'ose pas. Tu n'oses pas comment? Non, je préfère le dire en privé, c'est mieux. Ouais, mais tu devais raconter. Et tu as besoin de mentionner le nom de quelqu'un. Tu peux seulement raconter sans mentionner les noms des gens. Ok. Ben, je vais raconter rapidement pour éviter trop de... Ben alors, moi j'ai eu une expérience assez étrange avec quelqu'un.
avec qui je parlais. Ça, c'est une histoire qui s'est produite il y a 3 ans. J'ai échangé avec un homme qui avait beaucoup d'argent ici en France. Et à chaque fois qu'il voulait on se rencontre et tout, je repoussais la rencontre parce que, vous savez, quand on a une intuition bizarre, il faut souvent écouter nos intuitions. Si tu sens que quelqu'un n'est pas net, faut pas forcer. Donc, on a échangé pendant 2 mois. Bon, après un moment, j'ai dit, bon, je vais y aller. Et c'était un blanc, hein. Je compte préciser, c'était un blanc. Et donc, quand j'ai décidé de le rencontrer, il possédait des chevaux de course. Voilà. Et j'ai décidé de le rencontrer. Je suis partie au rendez-vous. Je devais prendre le train pour aller le retrouver parce qu'on devait aller à Deauville. Donc, je suis partie le rencontrer. Arrivé, la voiture déjà était bizarre. C'est le genre de voiture que quand tu pries beaucoup, il y a toujours des intuitions assez bizarres. J'avais l'impression que sa voiture était comme un corbillard. D'accord? Et ouais, sa voiture était trop bizarre. Et du coup, je suis partie, j'ai dit, bon, Bijou, tu es déjà là, vas-y, fonce, continue. Donc, on arrive là-bas, il va récupérer un ami à lui. Après, il m'amène chez lui et tout. Avant d'entrer dans sa maison, en fait, lui, il était devant et son ami était derrière moi et j'étais au milieu. Donc ça, j'ai trouvé ça déjà un peu bizarre. Voilà, le positionnement des deux était assez bizarre. Et du coup, à l'entrée de sa porte, avant d'entrer, il a fait, je sais pas, des trucs bizarres sur sa porte. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, où je me trouve? Ça, c'est bizarre, ce truc. Donc, j'étais entrée et tout. Donc, je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise. Ensuite, il me dit, il faut qu'on aille, parce qu'il y a ces chevaux qui vont courir et tout. C'était à Chantilly. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et il me dit, parce que comme ça, tu vas me porter chance. Je vais gagner beaucoup d'argent. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bon, Seigneur, s'il vient pour mes chances, il faut que ça se passe autrement. Donc, on va course et tout, ces chevaux qui courent. Il a perdu 40 000 €. Même pas en 2 heures. Donc, on décide de rentrer. Oui, en 2 heures, il a perdu 40 000 €. Je sais pas ce qu'il voulait essayer de dire. J'ai l'impression qu'il voulait utiliser mes chances, je sais pas quoi, quelque chose de bizarre. Donc, maintenant, on rentre chez lui et tout. Moi, je me sentais pas à l'aise. Et du coup, je le voyais assez bizarre. Il y avait trop de choses dans sa maison. Et ensuite, il me dit, écoute, demain, on va aller à Deauville et tout pour le grand truc de chevaux à Deauville. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et le soir, j'avais des sentiments assez bizarres. J'ai dû appeler un ami qui est à Abidjan pour lui dire, écoute, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui ai expliqué et tout. Il m'a dit, prie et ne t'inquiète pas, rien ne peut t'arriver et tout ça. J'ai dit, bon, OK, je vais prier. Mais je me sentais pas bien. C'est-à-dire, je sentais que il y avait quelque chose qui était en train de s'orchestrer à mon égard. Donc, c'est pour ça que je conseille aux gens de beaucoup prier. Parce que quand on prie, on peut ressentir quand quelque chose de mauvais va vous arriver. Donc, j'ai dit à la personne en question qui me draguait, j'ai dit, écoute, je fais ma prière avant de dormir. Donc, j'ai fait ma prière, j'ai prié et tout. Et puis le soir, au moment de dormir et tout, on a dormi, etc. Et à 3 heures du matin, on l'appelle pour l'annoncer que son meilleur cheval, est mort. 3 heures du matin. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Et du coup, quand il était en larmes, il a crié et tout, j'ai dû me réveiller, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit son meilleur cheval est mort. Et il faut qu'il parte. Donc il est parti pour faire l'autopsie et tout, parce qu'il y avait... Et ensuite, j'ai appelé mon ami en Côte d'Ivoire, il m'a dit, en fait, le cheval est parti parce que toi, t'es pas parti. Normalement, c'était toi qui étais censé être sacrifié. Mais c'est son meilleur cheval qui est parti à ta place.
Oh, putain. Le lendemain, enfin, toute la nuit jusqu'au matin, j'ai pas dormi et tout. Il m'a dit, écoute, à son retour, il te ramène chez toi, c'est que c'est toi qui cherchais. C'était pas, les choses se sont passées autrement. Et ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé le lendemain. Il m'a dit, écoute, finalement, Deauville, on n'ira plus parce que vu que mon meilleur cheval est mort et tout, c'est compliqué et tout ça. Donc, il m'a déposé à la maison. Et dès qu'il m'a déposé, il m'a bloqué partout. Exactement, il m'a bloqué partout et tout. Et donc, je voulais juste témoigner vite fait un résumé et dire que franchement, priez parce que ce n'est pas que les noirs, hein, même les blancs. Ça veut dire que Même au lieu les de blancs. porter chance au monsieur, là, tu as porté plutôt la poisse. Non, Il te en connaît fait, en moins d'une semaine, il paye 40 000 $, il paye son cheval, vraiment. non, dans la même journée, c'est-à-dire en quelques heures. Et non, c'est parce que il voulait utiliser tout ça pour gagner. Je sais pas ce qu'il voulait faire. En tout cas, il voulait me prendre. Donc c'est pas que les blancs, c'est pas que les noirs, même les blancs aussi font des choses. Et donc ça n'a pas D'accord. marché parce que j'ai prié avant qu'on ne parte dans son truc de, parce que si ce qu'il souhaitait marchait, s'il avait parié et qu'il gagnait le double, c'est très dangereux pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis Oui, facile accessible, donc c'est comme ça. Et du coup, j'ai Et pris bon, tout a commencé quand j'étais petite, à l'âge de 13 ans. Je suis tombée sur un garçon qui est nommé Kevin. Bon, on se fréquentait souvent et on est tombé amoureux. Du coup, comme moi, bon, je sortais, mes parents m'ont laissé sortir et je revenais à quelle heure que je voulais parce que j'étais enfant gâté. Du coup, un soir vers 20h comme ça, il m'appelle et il me dit de venir chez lui. Bon, du coup, je viens chez lui parce qu'il m'a indiqué et tout ça, je viens chez lui. Tout se passait bien à merveille. Pour le premier jour qu'on s'est vu, tout se passait à merveille. On a discuté et tout ça. C'était cool, quoi. Bon, après, on a fait certaines choses d'adulte, tu vois. Mais bon, on n'a pas eu de rapport sexuel, tu vois. Du coup, après cette nuit, je suis revenue vers 23h à la maison. Bon, il faut dire que moi aussi, je ne priais pas et tout ça. J'étais pas une croyante. Du coup, je suis allée me coucher. Mais quand je me suis couchée, on dirait l'enfer. Mon corps, ça brûlait vraiment. À l'intérieur, je sentais que ça chauffait et tout ça. Et que dès que j'ai fermé les yeux, j'avais l'impression de rentrer dans un autre monde. C'était vraiment incroyable. J'arrivais même pas à ouvrir l'œil et tout ça. Du coup, je me suis dit, ça c'est quoi? Je me doutais pas que ça soit Kevin et tout ça. Je me suis dit, sûrement, c'était un cauchemar et tout ça. Le lendemain, je me suis réveillée. J'avais le doigt enflé. Très enflé même. Mais j'ai caché ça à mes parents parce que je voulais pas qu'ils savent. Du coup, après ça, j'ai appelé Kevin et je lui ai expliqué. Il m'a dit, non, ce n'est rien, ça arrive. Ça arrive, ce n'est rien du tout. Je me suis dit, bon, d'accord. Et au moment que je lui disais ça, moi, je vois ma Bible qui est là à côté. Je voulais ouvrir, mais quelque chose me disait de ne pas ouvrir la Bible et tout ça. Parce que moi, je n'étais pas une croyante. Du coup, bon, dès que je m'approchais de la Bible, j'avais l'impression quelque chose me retenait, quelque chose me forçait à ne pas ouvrir cette Bible. Du coup, j'ai rappelé Kevin et je lui ai expliqué encore. Et il m'a dit que ce n'est rien. Il m'a dit, passe encore la nuit chez moi. Mais cette fois-ci, tu vas passer la nuit chez moi vers une heure tardive, vers 22h ou 23h.
J'ai dit, ah, mais moi, je ne peux pas venir vers l'heure là parce que, bon, j'avoue que j'étais une enfant gâtée, mais l'heure là, c'était trop. Et j'avais peur du coup. Il m'a dit que c'est pas grave, reviens à 20h. Du coup, j'ai attendu que mes parents dorment et je suis venue là-bas. Ça, c'était le deuxième jour. Je suis revenue là-bas et quand je suis venue, il m'a dit, bon, assieds-toi, je vais t'expliquer. Il m'a dit, j'avoue que tu me fréquentes depuis, depuis des jours et tout ça, et que c'est la deuxième fois que tu viens chez moi. Il m'a dit que je vais être clair et net avec toi. Je ne suis pas une personne comme tous les autres. C'est vrai que c'est dragué, mais je ne suis pas une personne comme tous les autres. Moi, je vis sous la mer. Allô? Mhm. Oui, continue. Il m'a dit que moi, je ne suis pas comme tous les autres. Je vis au fond des océans. J'ai pris ça pour une blague. J'ai dit comment ça t'a toujours. N'oublie pas que j'ai dépassé ces trucs d'enfanté là. Il m'a dit que si tu vis sous la mer, je lui ai dit que je ne te crois pas. Il m'a dit, bon, ok, si tu ne me crois pas, je te l'aurais dit au moins. Je te l'aurais dit. J'ai dit, d'accord. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais je prenais ça comme une blague. Tout s'est passé le deuxième jour. Après, bon, pendant des mois, il n'y a rien s'est passé. Tout était nickel, tout était cool. Après quelques mois, bon, j'ai remarqué d'autres phénomènes. Je voyais des choses que je ne devais pas voir du tout. Du genre, je me levais le matin, je peux voir par exemple un homme assis devant moi, un homme qui a un visage vraiment laid. Et puis c'était un grand homme. C'est comme si cet homme me surveillait. Et là, à côté, il y avait des serpents autour de moi. J'avais très peur, mais cet homme assis me disait ce n'est rien. Il me disait de marcher. Du coup, après quelques mois de relation avec Kevin, je me suis rendue encore, bon, ça fait plusieurs fois que je me rends chez lui, donc je me suis rendue encore une fois chez lui. Et là vraiment, c'était vraiment la fin. Là, vers 20h quand je suis partie, il m'a dit, tu te souviens, le deuxième jour quand on s'est vu, et que je t'avais dit que je vivais au fond de l'océan. J'ai dit oui, tu m'avais dit ça. Il m'a dit, me crois-tu toujours? J'ai dit que je ne te crois pas. C'est ça, ce sont des sottises. Et je lui ai expliqué les choses que je voyais. Il m'a dit que cet homme que tu as vu là, assis devant, cet homme que tu as vu assis dans ta chambre, n'est rien d'autre que mon père qui cherche à te protéger. Et ces serpents que tu as vus sont ses serviteurs. Il m'a dit, allons à la plage, je vais te montrer. J'hésitais beaucoup parce que je ne suis jamais partie à telle heure à la plage. Du coup, je me suis rendue avec lui. La plage avait changé complètement de couleur. On en dirait que, comment dire, les poissons n'avaient pas de forme correspondante. On en dirait que, attendez, donnez-moi une minute. On en dirait que les poissons, c'était un serpent qui avait la tête du poisson et qui avait des écailles, de grosses écailles. L'océan n'était pas de couleur bleue, c'était de couleur rouge clair. Et il y avait aussi, des gens comme son père, mais plus grands. Alors lui, il m'a dit d'attendre au bord de la mer et lui, il est rentré. Il est rentré dans l'eau, il m'a dit qu'il allait arriver. Pendant qu'il arrivait, moi j'ai vu autre chose. J'ai vu des gens qui faisaient des rituels. J'ai vu un enfant qui vient de naître, mais que, disons que l'enfant, il était pris à l'intérieur du ventre de la mère. J'ai vu ça et qu'il y avait un homme qui était en train de le manger comme ça. J'ai vu le sang qui sortait et tout ça. J'étais vraiment choquée. Je me disais surtout, c'est sûrement aujourd'hui la fin de ma vie.
et que j'ai plusieurs projets en tête. Du coup, après que Kevin est sorti dans l'eau, Kevin était plus le même. Il ressemblait plus à un humain, mais je reconnaissais toujours sa voix. Il n'était plus comme un humain. Lui, il avait des écailles près de l'oreille et ses dents avaient complètement changé. On dirait les dents de lion. Il avait une queue de cheval et ses pieds avaient pris une autre forme, un pied d'humain mais d'une autre forme. Du coup, il m'a dit que moi, je suis le prince de l'océan et mon père, il est... Là, j'ai été vraiment bouleversée. Je lui ai dit, je t'en supplie. Je ne sais pas vraiment qui tu es. Tu m'as dit que tu habites dans l'océan et tout ça. Je l'ai supplié de me laisser partir et de rentrer à la nuit. Il m'a dit, dans le futur, voici ce qui va t'arriver. Tu as intérêt à changer de comportement, d'arrêter... Merci beaucoup, Leila, pour l'histoire. Ah, j'ai même voulu te demander, à 13 ans, tu sors déjà avec un homme poisson jusqu'à ce que tu pars à la plage avec lui à minuit. Il dit, hein, toi, tu vis seulement dans quel continent? Tu ne vois pas la télé. Ah, bon, moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en terminale dans la ville de Yaoundé. Donc, c'est l'histoire d'un de mes camarades de classe qui avait essayé de me prendre dans le coma. L'histoire se passe comment? Bon, on commence l'école, donc la rentrée des classes, quoi. Le gars était toujours fourré au dernier banc. Un gars assez discret, assez responsable aussi. Je crois qu'il faisait la classe pour la 3e fois. Moi, j'étais une fille de Douala, donc j'avais fait seulement 1 an à Yaoundé. Et quand j'arrive en terminale, il se trouve que le gars reprenait la classe. Donc, le gars, lui, m'avait vu depuis. Mais moi, bon, bref. C'est que, en fait, à Douala, nous, on ne gère pas trop les trucs comme ça. Donc, on commence l'école et tout. Et quand l'année précédente, j'avais eu le probatoire. Donc, mon papa m'a offert un smartphone. C'était mon premier smartphone, un téléphone totalement tactile et tout. Je savais vraiment pas comment l'utiliser. Donc, disons que j'ai fait une petite formation accélérée avec mon cousin. Et il s'avère que j'avais un S4 mini. Donc, le gars avait le S4 même. Et en face du collège où on était, il y avait une imprimerie. Un petit truc que tu pouvais imprimer les devoirs, les trucs comme ça. Donc, je me place dans l'imprimerie là parce que je voulais imprimer certains papiers. Et maintenant, le gars vient aussi là. Et il prend pour prétexte son téléphone. Il me dit que voilà, il a le téléphone là depuis peu, il sait pas comment l'utiliser. Il essaye de trouver Play Store, les trucs comme ça. Donc, j'essaie de lui expliquer un peu, non, le logo de Play Store est comme ça, machin. Et je lui dis, bon, en tout cas, si ça ne va pas, voici mon numéro. Après, c'est là qu'il me fait remarquer qu'on est dans la même classe. Je dis, ah bon? Ah, moi, j'avais pas remarqué. Il me dit, oui, on est dans la même classe et tout. Ça fait longtemps que je t'observe. Bon, on passe sur ça. Je lui dis, ok, si c'est que ça ne va pas, donc, voici mon... si c'est que ça ne va pas, demain, je vais t'expliquer mieux. Il me dit, ok. Donc, c'est comme ça qu'on se sépare. Après, on est devenus amis. Donc, ça nous a un peu rapprochés. Donc, de temps en temps, on se voyait en classe. Il venait me demander des trucs, je lui disais ce que je pouvais lui dire et tout. Finalement, on se change de numéro. Pour moi, c'est juste un camarade de classe normal. C'est quelqu'un avec qui je peux étudier et tout ça, tout ça. Et on a commencé à causer, donc chatter les chats normaux. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Nanana. Parce que la maison où j'habitais chez ma tante là, j'avais pas le droit d'avoir un téléphone. Donc, mon père me l'avait donné, mais il m'avait dit, si on t'attrape avec, c'est pas moi qui t'ai acheté. Donc, j'étais un peu dans le déni là-bas. Donc, je fonctionnais plus en message. Et un samedi, le mec m'appelle. Oui, comment tu vas? Tu sais que tu es une belle fille, tu me plais, machin. Je lui ai dit, mon ami, si c'est sur cette base-là que tu veux partir, moi, je suis pas avec toi. Il me dit que non, c'est pas ça. Tu sais que j'ai déjà un enfant. Moi, je compte même arrêter l'école et tout. Ce que moi, je voulais faire, c'était, je me demandais si tu voudrais être ma copine. Je lui ai dit que non, je suis désolée, je suis pas
je suis pas disponible en fait. Je veux pas avoir un copain. Je suis pas venue ici pour ça. Donc son premier pilier meurt. Après, le gars à l'école, il me montrait qu'il avait l'argent. À la pause, comme ça, je ne souffrais de rien. Il m'amenait à la cantine, il achetait tout ce qu'il pouvait acheter. Parfois, il venait même avec les yaourts, les trucs. Je ne souffrais de rien. Pendant près de 1 mois où il m'a fait la cour, j'étais comme une BG. Donc, après ça, un jour, donc peut-être 1 mois après, quand il a acheté tout ce qu'il a acheté là, il m'appelle encore un samedi. Comment tu vas? Il me dit, je t'avais dit que tu me plaisais beaucoup et tout. Je lui ai dit que moi, je t'ai dit que je suis pas intéressée. Il me dit que non, mais moi, je veux pas qu'on soit copain-copine. Je veux juste faire un enfant avec toi. Et lui a répondu que, what? Je lui ai dit que quand tu me regardes, je ressemble au genre de filles qui font les enfants avec les gars, seulement pour le fun. Il me dit que non, mais pourquoi tu dis ça? Ma famille a élevé, tu as déjà vu, je suis pas quelqu'un de pauvre. Même la mère de mon premier enfant ne souffre de rien. Il essaye de me convaincre. Là, je lui ai dit que papa, moi, je ne suis pas disposée à faire ce genre de choses. Si c'est pour ça que tu as décidé de te rapprocher de moi, c'est mieux que chacun de nous prenne sa route. Ne m'appelle même plus jamais. C'est comme ça que je raccroche le téléphone. La même nuit. Eh Seigneur, je fais un rêve tellement réel que... Donc, dans mon rêve, mon papa avait des plantations au village. Et il s'avère que le contremaître des plantations était décédé. Donc, comme je venais d'avoir le bac, j'étais là, je faisais rien. C'est comme ça que mon papa me demande donc d'aller à la plantation le temps qu'il trouve un nouveau contremaître. Je gérer d'abord le temps, là, puisque je n'avais pas encore commencé la fac, rien. Donc, j'y vais. Le jour là, quand j'arrive, les employés... Ça, c'est mon rêve, hein. Les employés me montrent la plantation, tout. Après, ils me montrent la chambre qu'ils ont apprêtée pour moi pour que je dorme. Donc, devant la chambre où je dormais, il y avait un lampadaire. Ce qui fait que si quelqu'un se tient devant la porte dans le noir, donc si ma chambre est dans le noir, la personne se tient devant la porte, je ne vois pas le visage de la personne, mais je vois sa silhouette. Donc, je finis tout ce que je finis là. Après, je vais me laver, je me débarbouille, tout ça. Je vais maintenant, je me mets dans mon lit, je dors. Vers les 1h, 2h du matin, toujours dans le réveil, quelqu'un frappe à la porte. J'ai dit que mec, la personne tambouine. Et c'était pas le genre de tambourinement doucement là. C'était comme si c'était un buffle qui voulait exploser la porte. Finalement, la personne défonce la porte avec le pied. Je vois seulement une silhouette, un gars, les grands détails. J'ai dit que mec, le gars a bondi sur moi, maman. Les coups de baffle, il m'a bafflé jusqu'à... Mes dents ont bougé dans le rêve. Il m'a giflé, donné les coups de poing. Après, je sors, je réussis à me débarrasser de lui. Je sors de la chambre, je commence à courir dans le champ. J'entends quelqu'un qui respire derrière moi comme le lion. Il est derrière moi, je cours jusqu'à j'arrive à un niveau où il y avait le ravin. C'est là que je me réveille. Quand je me réveille le dimanche là, le corps me faisait mal. J'avais mal. Là où le gars là m'avait giflé là-bas dans les rêves là, mes joues avaient même enflé. J'avais mal partout. Donc, c'est comme si c'était réel en fait. Ça passe. Le lendemain, le dimanche là, je fais le même rêve. Donc, dimanche soir arrive, je dors, je rêve encore exactement la même chose. Il n'y avait rien qui avait changé. Le gars vient encore dans mes rêves, il me tabasse encore. Mais je dis que je vais faire comment? J'appelle ma mère. Je crois que j'ai rêvé ça 3 fois avant de me rendre compte que c'est pas quelque chose qui est simple. Parce que le matin, j'étais fatiguée. Donc, quelqu'un qui a couru, mon frère, tu vas pas être fatigué comme moi. J'étais fatiguée. J'appelle ma maman, je dis à ma maman que maman, vraiment, je ne comprends pas. Il y a un rêve que je n'arrête pas de faire. Et quand je me réveille le matin, il y a quelqu'un qui me suit, je ne sais pas pourquoi. Ma mère me dit ok, il y a quelqu'un qui te suit, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Prends la Bible, tu lis le psaume 35. Elle me donne les petites astuces là, tu mets le charbon sous le lit, dans l'eau, tu mets le couteau, les trucs comme ça. Je fais ça. Tu lis le psaume 35, un psaume de combat avant de dormir. Je lis le psaume 35, je me couche, je dors. La nuit là, quand le gars est venu, je lançais seulement la main, les couteaux sortaient. Je lance la main, la batte sort. J'avais les armes, donc j'étais comme Rambo la nuit là. Il y avait les armes partout dans la chambre là où j'étais.
Jusqu'à un moment donné, quand j'ai lancé la main, il n'y avait plus d'armes. J'ai mordu le gars jusqu'à j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Donc, c'était vraiment réel. Même quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'avoir le sang dans la bouche. Quand je l'ai mordu, donc maintenant, c'est lui qui a fui. Il est encore revenu la deuxième fois. Entre-temps, à l'école, il venait me voir le matin. Comme un ami normal, comment tu vas? Tu allais fatigué, machin. Et moi, naïve, je ne savais pas. Je lui racontais que non, je ne sais pas pourquoi, je fais des rêves bizarres. Et quand je me lève, je suis épuisée. Je ne sais pas qui me fait ça et tout. Le gars disait seulement que non, il faut prier, machin, machin. Alors que c'est lui qui venait la nuit pour me tabasser. Quand j'ai commencé à le tabasser, il est venu une nuit, 2 nuits. La 3e nuit, il n'est plus venu. Quand je suis partie à l'école, je l'ai trouvé, il était au balcon. Quand je l'ai vu, je lui ai dit que ouais. Et le jour-là, j'avais la date, j'étais foirée, je n'avais même pas 5 francs. Mon père n'avait pas encore envoyé l'argent. Je sais que j'ai mon gars qui m'achète les choses à la cantine. Je pars là-bas le matin, je pars le voir. Il dit que ouais, pas comme tu vois là, non, c'est chose sur moi. Il n'y a même pas un 200 ou un 300 grammes, il dit que je n'ai pas l'argent. Bon, mais en me disant ça, il tourne son dos, il part. Il a fait même 3 mois, il n'est pas venu à l'école. Bon, moi, je n'ai pas su. Ma mère m'avait dit que si je voulais savoir qui faisait ça, je devais écraser le ndong avec la cendre et mettre ça sous mon banc à l'école. Mais elle m'a aussi dit que si tu fais ça, sache que tous ceux qui sont compliqués dans ta salle de classe vont se révéler, quoi. Ils vont te faire des problèmes parce que le ndong là va les déranger. Et moi, je savais déjà parce que Yaoundé et le collège où j'étais là, c'était un collège où il y avait beaucoup d'enfants de ministres, les enfants des gens un peu compliqués là. Moi, j'ai dit que, gars, moi, je veux pas moi les choses que je vais aller là-bas, ça va cuire sur moi. Donc, je n'avais pas fait ça. Donc, je n'ai pas su. Qu'est-ce qui me fait savoir que c'est lui? Peut-être 4 mois après que ça se soit passé, il revient à l'école. Il commence maintenant à draguer sa camarade de banc. Et sa camarade de banc, c'est une fille bamléké, je crois une fille tchap. La fille, quand il la drague, elle refuse. Il fait la même chose. Donc la nuit là, elle rêve pareil. Entre-temps, lui, il avait déjà dit à la fille bien avant, et il a oublié, qu'il a une bague là. Il avait une bague avec une pierre rouge qu'il portait tout le temps. Il disait que la bague là, c'est une bague que quand il porte ça, même si tu te dis de faire quoi, tu fais. Donc c'est une bague qui rendait les gens obéissants. Que son père a, elle, c'est quoi dans le femme là, que là il est là, s'il veut quelque chose, s'il veut une femme, il a la femme qu'il veut, machin. Donc il avait raconté à la fille en fait que la source de son pouvoir, après maintenant il a commencé à draguer la fille 4 mois après. Moi j'ai pas compris, où il était seulement bête, où il pensait seulement que c'est sa bague là qui allait l'aider, je comprends pas. Donc la fille donc a dit que non, elle n'est pas intéressée en fait. Elle a commencé à faire les mêmes rêves que moi, les mêmes rêves que moi. Et là, elle se rappelle que moi, je parlais toujours de Dieu, la prière, l'église, machin. Eh bien, on me voit, elle me dit que moi, c'est comme si j'ai un problème. Je lui dis que c'est quoi? Elle me dit que ça fait près d'une semaine qu'elle ne dort pas. Quand elle ferme, elle a même peur d'aller au lit. Quand elle ferme les yeux seulement comme ça, là, c'est la bagarre. Même à midi, quand elle dort, il y a quelqu'un qui la suit. Qu'elle ne comprend pas le genre, là. Je lui dis que moi, psaume 35, psaume 35. C'est là que on fait dans le rapprochement et elle me demande donc, je lui dis que moi-même j'ai eu le même problème. Elle me dit qu'attends un peu, est-ce que tu as eu ce problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte. Elle me dit que tu as eu ça quand le gars là a commencé à te draguer. Je dis oui. Elle me dit que mais c'est comme si le gars là m'a eu. C'est là qu'elle me raconte donc maintenant que le gars lui disait les choses bizarres. Je dis que mais toi quelqu'un te dit les trucs comme ça, après il vient te draguer, ouais. Pourquoi tu m'as pas dit depuis? C'est comme ça que la fille et moi on a commencé les combats spirituels avec le gars. Finalement, le gars n'était même plus venu à l'école. Je crois qu'il n'est même pas venu composer le bac. Je ne sais même pas ce qui s'est passé avec lui. Mais en fait, c'est pour dire qu'on doit faire attention. Bon, j'ai 2 histoires. J'ai une autre, mais bon. Qu'on doit faire attention parce que mon propos, c'était qu'il faut qu'on fasse attention parce que même les camarades de classe avec qui on est, on ne les connaît pas.